Voilà. Si quelqu'un ne voit pas mon stream, qu'il le dise tout de suite ou se taise à jamais. OK, je vais considérer que c'est bon du coup et c'est parti. Alors, moi je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de comment Overblog, l'administration d'Overblog, là où je travaille en CDI actuellement, comment l'administration d'Overblog a évolué dans sa gestion des styles. OK? Cette histoire, je ne vais pas vous montrer du code d'Overblog, je vais vous la raconter avec une mini application que j'ai fait pour l'occasion, une application de to-do list classique. Voilà. Regardez, elle marche, elle fonctionne. Hop, on peut ajouter des to-do. Super, on peut les cocher, les supprimer et on a aussi un thème dark. Donc on va analyser cette application ensemble. On va regarder comment elle est faite maintenant et on va la faire évoluer au fur et à mesure. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc première étape, on va regarder ensemble les différents fichiers qui composent mon application parce que je vais souvent switcher de l'un à l'autre, donc c'est important que vous compreniez à quoi sert chacun. On a le fichier index, tout à fait classique, où on retrouve le theme provider dont nous parlait Jean juste avant, et ensuite il contient mon application. Rien de bien plus compliqué. On va aller tout de suite aller voir le theme provider. Là on est en haut du theme provider. Le theme provider, son rôle ça va être de fournir de quoi switcher entre un thème dark et un thème light, mais aussi de fournir des informations telles qu'une échelle d'espacement. On va voir ensemble comment ça fonctionne après. Une échelle pour les font size et aussi pour définir les breakpoints. Alors la seule partie qui change entre mon thème light, qui est ici, et mon thème dark, pardon, qui est ici, hop, ce sont les couleurs, hein. J'ai fait un copier-coller pour éviter de faire du code trop smart pour la présentation. Et ensuite, le theme provider lui-même, on retrouve le style theme provider, c'est le theme provider de style component. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la présentation ici, dans lequel on donne le thème courant, à savoir soit le light, soit le dark, en fonction de si on a cliqué ici ou pas. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce composant. On va aller maintenant voir le composant app, le composant principal. Il est un petit peu velu, il va falloir s'accrocher, mais normalement ça devrait le faire. OK, ça marche, Vincent, je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Ce composant app, je vous le montre dans sa version initiale, c'est-à-dire il est actuellement codé avec juste styled component. Donc normalement, ça fait le lien avec ce que vous avez vu juste avant avec Jean. Et il y a des petits trucs en plus. On peut voir que grâce à styled component, je peux définir des styles globaux avec des sélecteurs style body, etc., etc. Dedans, on retrouve cette fameuse syntaxe dans laquelle je peux récupérer le thème qui est providé et en extraire certaines de ses valeurs. Ici, je m'en sers pour la font size. Je vais chercher la troisième unité de font size de mon thème et je m'en sers pour mon body. Et je fais pareil pour les background color et la color. Voilà. On peut aussi définir au fait des animations avec styled component. C'est cool. Là, ça permet de vraiment pas écrire du CSS du tout, mais c'est pas non plus la killer feature ça. OK. Ensuite, ici, on a tout un tas, ça commence ici à la ligne 26, on a tout un tas de composants styled, et ça va jusqu'à la ligne 84. OK. On va les regarder juste après. Juste avant, je vais vous montrer le composant app pour de vrai. Cette partie-là, on va pas trop s'en soucier, c'est mon hooks pour toute la gestion des to-do. J'ai foutu ça dans un hooks juste pour libérer de l'espace pendant la présentation, quoi. Et donc notre composant app, notre to-do list, toute sa gestion est ici. On inclut les styles globaux. Ensuite, on a un premier container global pour tout. On a le header qui correspond à toute cette zone violette en haut, qui contient le petit formulaire et le titre. Ensuite, on retrouve le container pour la liste des to-do, un composant de to-do, qui est lui-même composé du coup d'un toggle, un label de texte et d'un bouton pour supprimer. On retrouve le toggle, le label de texte, le bouton pour supprimer. Est-ce que jusque-là, vous suivez? Enfin, si quelqu'un a du mal, qu'il me le dise tout de suite dans question présentation.
Sinon on va regarder ensemble. OK, je considère que c'est bon. On va regarder ensemble, je sais pas moi, par exemple, le composant header, qui est ce truc violet tout en haut ici là, hop. Le composant header, et bien on retrouve, comme nous l'a montré tout à l'heure Jean, du CSS. OK, et on vient utiliser des propriétés du thème pour, le padding, la couleur de fond et gap. Ça, j'espère que vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est génial. Ça permet d'espacer, tous les enfants de ce container d'une même unité d'espacement. Voilà, donc ça, je vous laisserai regarder de votre côté. Le truc qui est intéressant de voir ici, c'est que mes composants, styled, ils ne sont pas basés sur des divs, des H1, enfin si, ils le font, hein, à la fin, ils le sont, pardon. À la fin, si on inspecte le DOM, bien évidemment qu'on a des divs, des spans, des buttons et des inputs. Par contre, ici, vous voyez que je fais un style d'une view, d'un texte, d'un button. Voilà, et on va aller regarder ensemble quels sont ces composants. Donc ces composants, c'est ce que je vais appeler mes primitives. C'est-à-dire que dès que je vais vouloir construire une IHM dans une application, je ne vais pas écrire div span button en minuscule, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser directement les tags HTML, je vais toujours passer par une indirection pour représenter ces différentes primitives de mon application. Par exemple, le composant view, c'est pour représenter un container. Voilà, donc c'est un container flex. Moi, j'aime bien que mes containers, par défaut, soient flex. C'est un choix personnel. Vous pouvez complètement faire ça à votre guise. Voilà, donc là, on peut retrouver une styled div et du CSS à l'intérieur, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai pour cet exemple trois autres primitives. La primitive text, ça c'est un simple span avec un quick fix pour Flexbox pour éviter que ça se présente mal. Rien d'intéressant ici. Une primitive input, qui style mes inputs de cette manière-là, avec un peu de padding, de la couleur, etc. etc. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants à montrer ici? Vous pouvez voir que c'est vraiment du CSS, hein, pour répondre à la question de Vincent avant. Quand on est entre ces deux backticks de styled component là, c'est-à-dire ici et ici, on écrit tout le CSS qu'on veut. Voilà. Je peux faire des pseudo-selectors, il n'y a aucun problème. Et la dernière primitive qu'on va utiliser tout le long de cette présentation, c'est la primitive button, qui est utilisée à la fois pour faire ce petit toggle, et ce petit bouton ici, et le toggle du dark theme ici. Regardez, j'ai mis de quoi faire des pings avec ma souris, c'est merveilleux. Hop, hop. Vraiment professionnel cette présentation. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à la suite? Alors l'avantage par rapport au CSS, j'y répondrai après la présentation parce que ça prendrait trop de temps. Duplicate sans créer une primitive. J'y répondrai après à cette question, Vincent, parce que ça peut prendre peut-être beaucoup de temps et c'est pas le sujet tout de suite maintenant de ce que je voulais présenter. Ensuite, shrink, min8 et min width est partout. Pas moyen d'éviter les duplicates sans créer une primitive. Les duplicates, oui, si on pourrait utiliser la notion de mixin présentée par Jean juste avant. On pourra appeler par exemple fix flex ou flex fix, j'en sais rien, et l'inclure partout où j'en ai besoin. Je considérais, enfin, j'avoue, j'avais pas pensé à cette solution-là de mixin, sachant que mes primitives sont limitées, c'est-à-dire j'en ai, peu importe la taille de mon application, j'ai, on va dire, 5-6 primitives. Je considère que j'ai pas vraiment le besoin de faire ça. Mais tu peux tout à fait le faire. Revenons à notre composant app. Donc ça, c'est quand je suis arrivé chez Overblog. Alors c'était pas tout à fait comme ça, j'invente un petit peu l'histoire à ce niveau-là, mais quand je suis arrivé chez Overblog, on pourrait dire que l'application était comme ça, à savoir une application avec styled component classique. Sébastien pourra me rectifier dans le chat. Quand je suis arrivé chez Overblog, en fait, il y avait déjà style system, à savoir la librairie que je vais vous présenter juste après. Donc là, on va avancer un peu dans le temps. On va passer au chapitre 2 de ma présentation. Hop. Donc en fait, ce qui va se passer, là, vous n'avez pas vu, mais j'ai switché de tag, et donc j'ai avancé dans le temps. J'ai avancé dans le temps, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Alors, le nom de ce tag, c'est
introduced style props. Donc oui, on va revenir très rapidement sur le chapitre 1, là où on était. Vous pouvez voir par exemple que mon title, la seule chose qui vient changer par rapport au composant texte de base, c'est la font size. Vous pouvez voir que le bouton Add to do qu'il y a ici, qui est rose, ben, la seule chose qui vient changer par rapport au bouton de base, finalement, c'est les couleurs de fond et la couleur du texte. Et ici, le header, il change certes beaucoup de choses. Vous allez voir ça après. Hop. Donc maintenant, on passe à la seconde étape. La seconde étape, c'est on se dit, tiens, ce serait bien si certains de mes composants, mes primitives, acceptaient certaines propriétés qui permettraient de les styler sans avoir à les surcharger avec styled component. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, tout à l'heure, vous vous souvenez de notre petit add button qui définissait un fond rose et un texte blanc qui est utilisé ici? Ben maintenant, en fait, je ne l'ai plus surchargé avec styled component. On peut voir que je lui donne directement des propriétés qui sont background color et color. Comment j'ai pu faire ça? Rien de bien compliqué. Rien de bien compliqué. Notre composant button, le seul truc qui a changé par rapport à avant, ouais, le diff c'est un peu moche, je suis désolé, donc on va pas faire le diff. On va faire le diff. Hop, hop. En fait, ce que j'ai dit, c'est que mon composant bouton, si jamais il reçoit une propriété couleur, alors on utilise cette couleur. On va essayer de choper du thème, si possible. OK. Et on lui file en couleur par défaut. En fait, on lui file via ses default props une background color et une color par défaut. C'est-à-dire que là, mon composant, il est comme avant, il fait la même chose par défaut. Mais si jamais on veut changer sa background color ou sa couleur juste au moment du render de l'app, on peut maintenant. On peut faire ce genre de choses. OK. Ensuite, vous vous souvenez ce title qu'il y avait ici? J'avais dû créer un composant style qui disait font size 7. Maintenant, mon composant texte, c'est pareil. Il accepte une propriété font size depuis l'extérieur. Alors, il y a un petit bout il y a une petite ternaire un peu dégueu, qui n'est pas très très grave. Voilà. Et sa valeur par défaut, sa default prop, c'est inherit. Et du coup, en faisant ça, maintenant, je peux dire pile poil ici, utilise la septième unité de font size depuis ton thème, sans avoir besoin de redéfinir ce composant texte ici. Je n'ai plus besoin de faire ça, par exemple. Const title égale style. C'était quoi? Style de texte tatin, avec du CSS, blablabla. J'ai plus besoin de faire ça. Et là, plus on avance, plus on se dit c'est cool, on a réussi à virer 2-3 composants styled sur ce fichier, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin? Eh bien si, on peut aller plus loin. Grâce à une librairie qui va nous aider à faire ça, à généraliser ce comportement, pardon. Donc là, vous venez pas de voir, mais j'ai switché de branche, l'application a recompilé, et à chaque fois, c'est la même. En gros, on fait du refactor qui n'impacte pas le truc. Est-ce que ça a marché? Introduce, style, machin, oui. Donc maintenant, on va retourner voir nos primitives. J'ai changé quelque chose dedans, vous allez voir. Vous vous en souvenez de cette ternaire un peu moche de tout à l'heure? Pour histoire de choper la font size depuis les propriétés, de vérifier que ce soit bien un chiffre, d'aller regarder dans le thème, est-ce qu'on utilisait, vous vous souvenez de tout ça? J'ai pu remplacer ce bout de code-là par ce bout de code-là, ici présent. Je ne vais pas vous expliquer dans les détails ce que fait typographie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, grâce à ce petit bout de code que j'ai mis là, maintenant mon composant texte, on peut lui filer une font size, une line 8, du letter spacing. On peut lui filer tout plein de propriétés pour pouvoir, depuis l'extérieur, modifier son affichage, tout plein de propriétés liées à la typographie. Alors, il faut voir typographie comme un ensemble de petits helpers pour des propriétés de typographie. Comment savoir ce que contient le package typographie? J'appelle ça package, c'est pas vraiment un package à proprement parler.
Il suffit d'aller sur stylesystem.com, c'est la page pour la librairie Style System, de regarder, si je dis pas de bêtises, référence table. Est-ce que c'est ça? De chercher typographie. Hop, et vous voyez que typographie, en fait, ça permet de setter depuis l'extérieur les propriétés font family, font size, font weight, line height, letter spacing, text align et font style. Voilà. Et donc ça permet d'écrire du code comme on le voit ici. Hop. Très bien. Allons voir le composant button qui lui acceptait des propriétés de couleur, background color et color depuis l'extérieur. Et bien là, on peut voir que j'ai importé le namespace color de style system. C'est bien un namespace. On va aller pareil, on va regarder ici. Hop, le namespace color. En fait, ça permet de setter les propriétés color, background color et opacity. Donc maintenant, mon composant button, je peux changer tous ces trucs. Et si je dis pas de bêtises, dans mon composant view, j'ai fait la même chose avec tout ce qui est flexbox. Voilà, si on regarde le package flexbox, en fait, c'est tout, dès que vous voulez faire du flex, les propriétés sont supportées. Et donc si on regarde mon composant app, certes, on trouve encore mes composants styled à certains endroits, bien que ça, j'aurais pu utiliser, j'aurais pu me démerder autrement pour cette propriété-là en particulier. Désolé. On peut voir qu'à certains endroits, eh bien voilà, je commence à utiliser des petites propriétés de style dans la méthode render et plus tout en haut dans la définition de mes composants. Ça, c'est à peu près l'état de l'application d'Overblock quand je suis arrivé chez eux. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que du coup, on se retrouvait avec du style dans le render et, j'ai toujours entendu dire que c'était pas bien. Mais en même temps, je me suis rendu compte à l'usage que c'était quand même vachement cool de, quand mon product owner me demandait de passer un bouton en rouge, d'exprimer exactement ce besoin, quoi. Button, color, red, et c'était terminé. J'avais pas besoin de donner un nouveau nom à ce bouton qui était rouge, j'avais pas besoin de faire ça. De la même manière, tous ces containers flex que j'imagine vous devez faire en permanence, item container, list container, container, list item container, enfin, je suis sûr que vous voyez de très bien de quoi je parle. Maintenant, j'ai juste à faire view. On va l'écrire ici, par exemple. View. Hop, hop, hop. Ça, par exemple, c'est la vue pour le header. OK. To-do container, qui est une vue, on pourrait lui dire maintenant, s'il te plaît, passe en flex direction, ou alors gap même. Gap, gap 3. On sauvegarde. Est-ce que ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être parce que je l'ai mis en dur. Oui, c'est possible. J'ai dû le mettre en dur, je pense. Si on va voir to-do container. Et si color doit être témé. Alors justement, l'intérêt de style system, Spring, c'est que style system est branché au thème, est surbranché au thème. En fait, il est tellement branché au thème que par défaut, il va chercher tout ce que vous lui dites dans le thème, et s'il ne le trouve pas, il met la valeur en dur. Exemple. Voilà. En fait, avec style system, il faut bien comprendre un truc, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur de ne pas respecter le thème et ses contraintes que l'inverse. Et donc c'est comme ça qu'on tombe dans ce qui a été défini par certains comme le pit of success en quelque sorte. Ça me demande plus d'efforts de niquer le thème que de ne pas le faire. Ça, c'est quand même un truc assez cool. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Le seul truc qui me chagrine, c'est que mon application semble ne pas ah si, voilà, ça marche. Ça marche. Le gap que j'ai mis tout à l'heure fonctionne bien. Hop. Voilà. Exemple pour Spring, si je veux changer le padding de chacune de mes to-do, alors là, ça va. L'espacement entre le bouton, le texte et le bouton, par exemple, ici j'ai mis un gap de 3. 3, ça veut dire la troisième unité d'espacement de mon échelle d'espacement. Donc mon échelle est ici. On a l'index 0 pour dire 0 pixels d'espacement. La première, ça c'est pour dire 4 pixels d'espacement, 8 pixels d'espacement et 16 pixels d'espacement. Donc quand j'écris gap 3, ça veut dire espace mes enfants de 16 pixels. Avec Style System, si je veux prendre le chemin compliqué, lui dire non, non, mais attends, je veux vraiment mettre une valeur en dur, je peux tout à fait faire ça. Je peux mettre gap, par exemple, 50 px.
C'est pas une valeur issue de mon thème, donc je la mets entre chaînes de caractères et j'écris px à la fin. Oui, il y a une notion de schéma effectivement avec Style System. C'est important que dans ton thème, Spring, il y ait une clé colors, une clé space, une clé font size. Bien que tu peux tout redéfinir. Tu peux venir reconfigurer comment fonctionne Style System, mais par défaut, voilà, si tu l'utilises par défaut, c'est ça. Donc là, j'ai écrit gap 50px. Normalement, si je dis pas de bêtises, on va refresh comme des bourrins. Ça marche. Ici, là, vous voyez ici, on a bien un gap de 50px entre le label et le bouton. Vous voyez, ça m'a demandé plus d'efforts, plus de caractères d'écrire 50px que de juste écrire boum boum 3. Voilà, ok. Donc je continue. Voyant l'intérêt qu'apportait Style System à l'application, je me suis dit, et si on y allait all-in? Voilà. Et si on disait, je veux plus voir de composants style dans mon application, qu'est-ce qui se passerait? Donc là, on passe au prochain tag, le tag all-in. Là, ça va commencer à piquer les yeux pour certains, ce que je peux tout à fait comprendre. Là, on va commencer à trouver beaucoup plus de propriétés. En fait, on va trouver absolument toutes les propriétés de style. On va les trouver directement dans notre composant. Exemple, on a la vue ici, la vue qui contient tout le header là. Hop, celle-là. Et bien, on retrouve notre align item center, un padding 3, un background primary. Donc primary, pareil, c'est une indirection. Hein. Il faut aller voir dans le thème ce que ça veut dire. L'intérêt, oui ça j'en ai pas parlé, mais l'intérêt de parler en indirection, c'est-à-dire en intention, plutôt que de mettre des valeurs en dur style red ou violet, j'en sais rien, etc., ben, c'est qu'on peut faire implémenter un changement de thème de manière super simple. Tout ça génère du style inline? Alors non, pas du tout. Ça, c'est une question à poser à Style Component. Style System ne dit pas comment générer les styles. Style System communique avec la librairie sous-jacente, à savoir Style Component ou Emotion, c'est compatible avec au moins ces deux-là. Et c'est la librairie sous-jacente qui s'occupe de faire ça. Et donc Style Component, lui, génère bien un class name unique pour un ensemble de propriétés, à peu de choses près. Oui, effectivement, Gilles, All-in, ça ressemble à du Tailwind. Et alors, quelle différence? La différence, c'est qu'à l'époque, Tailwind n'existait pas, parce que cette manière de développer chez Overblock, ça fait quand même assez longtemps qu'elle est en place, et Tailwind n'existait pas. Donc c'est une réflexion que je me pose maintenant de savoir est-ce qu'il faut passer sur Tailwind ou pas, et je parlerai de Tailwind à la fin, en ouverture en quelque sorte. On va aller regarder à quoi ressemblent nos primitives tout de suite, voir est-ce qu'elles sont devenues plus compliquées ces primitives. Mais on peut voir que ces primitives, elles ne sont pas devenues plus compliquées alors qu'elles acceptent maintenant toutes les propriétés CSS de la Terre, quasiment. Par contre, j'utilise un petit helper, je vais vous montrer ça tout de suite en fait. J'ai introduit un nouveau fichier dans ce commit qui s'appelle primitive.js. Ce fichier primitive, je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est. Son seul rôle en fait, c'est d'exposer toutes les fonctionnalités. Vous savez, tous ces petits packages que je vous ai montré tout à l'heure fournis par Style System, par exemple celui pour la typographie, celui pour Flexbox, celui pour les couleurs. Mais en fait, je viens choper tous ces ensembles de helpers et je viens les composer en un seul helper et je rajoute le support de certaines propriétés qui ne sont pas supportées par défaut par Style System. Par exemple, quand Style System a été écrit, la propriété gap pour Flexbox n'existait pas. Et moi, j'ai pu rajouter, grâce à Style System et le fait qu'il soit assez ouvert, j'ai pu lui dire rajoute le support d'une propriété gap qui sera transformée en CSS en propriété gap et qui se branche sur mon thème sur l'échelle des espacements. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai tout ça après si vous avez des questions sur le sujet. Donc, ce fichier primitive expose cet ensemble de helpers. Je l'utilise dans mon composant view, dans mon composant texte, dans mon composant input et dans mon composant button. Et là, on se rend compte que toutes ces primitives se ressemblent. On se dit, mais alors, du coup, qu'est-ce qui différencie la primitive button de input, de view et de text? Pour faire simple, on va aller regarder view et text, c'est les plus simples. Et bien, ce qui différencie ma primitive
maintenant ma primitive view d'une primitive texte, finalement, ce n'est que les propriétés par default. Donc ma primitive view, vous vous en souvenez tout à l'heure, j'avais tout ça qui était en fait écrit en CSS. Maintenant, en fait, je l'ai passé en propriété par défaut, pardon. D'ailleurs, initial, c'est pas génial, initial, c'est mieux. Je les ai passés en propriété par défaut de mon composant view. Le composant texte a un ensemble de propriétés par défaut complètement différents. Le composant button a ses propres propriétés par défaut, et on retrouve un petit bout de CSS quand même pour faire tout ce qui est pseudo-selector et compagnie. Parce que style system, c'est vachement cool, mais ça ne nous aide pas pour tout ce qui est pseudo-sélecteur, sélecteur avancé. Voilà. Ça nous aide juste à venir mettre des propriétés par défaut sur des composants. On retourne sur notre composant pp, histoire de regarder qu'est-ce que ça permet d'écrire. Ça permet d'écrire du code que certains pourraient trouver dégueulasse, ce que j'entends, clairement. On retrouve une vue à l'initem, text font size, voilà. On retrouve quasiment la plupart du temps que nos primitives. On ne retrouve plus le composant header, etc. Et je mets tout en default props, et puis au besoin, je viens les surcharger comme j'ai surligné ici. Pareil, la font size par default du texte, c'est inherit. Voilà, ok, très bien. Par contre, on se rend compte que j'ai quand même à quelques endroits encore des utilisations de style component, par exemple pour le to-do container, le complete toggle. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est les deux seuls composants qui restent. Pourquoi? Parce que ces deux composants, ils utilisent des sélecteurs avancés. Ils font des trucs un peu avancés. Par exemple, ici, on voit le hover pour faire ce petit truc ici, là. Quand je passe la souris, ça change la couleur de la checkbox. Ici, j'ai besoin de ce sélecteur un peu avancé pour automatiquement générer les bordures que vous voyez ici, les dividers. Bref, peu importe, tout ça pour vous dire que avec cette implémentation-là, de temps à autre, on a quand même besoin de sortir encore, quand même besoin de sortir encore style component pour faire quelques trucs. Par contre, c'est pas parce que je fais du style component, vous voyez, j'ai pu mettre dans mon to-do container seulement la partie que je ne peux pas implémenter avec style system. Si on va voir mon to-do container, alors ouais, c'est un mauvais exemple. Si on va voir mon to-do container, ça reste malgré tout une primitive. Il accepte toujours les propriétés de la view. Exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre un padding énorme. Voilà, on va mettre un padding égal, je sais pas moi, 6. Sauvegarde. J'espère que ça marche. Voilà, ça a fonctionné. Et donc là, on a un padding énorme sur le container des to-do. C'est pas parce que j'ai surchargé la vue, si j'ai étendu la vue, le composant view, quand je dis vue. C'est pas parce que j'ai étendu le composant view avec style components que ce n'est plus une primitive style system et qui n'accepte plus les propriétés. Ok. Hop, on va virer ça. On va passer à l'étape suivante. Donc là, on était à all-in. Imaginons maintenant, on veut rendre notre application responsive. Avec style component, c'est cool, on peut le faire, on peut écrire des media queries, mais moi, les media queries, ça me saoule, j'aime pas écrire ça. Alors attendez, ça c'est rien. Voilà, il suffit de faire F5 et ça fonctionne. J'aime pas écrire des media queries, ça me saoule, je trouve que c'est pas vraiment intéressant comme sujet. Et du coup, style system nous aide. Style system nous dit que, en fait, si au lieu de lui filer une valeur pour chacune de ses propriétés, une valeur qui serait une chaîne de caractères ou un chiffre. Par exemple, la chaîne de caractères primary pour la propriété background color, ou le chiffre 7 pour la font size, par exemple, comme on a vu tout à l'heure. Ben, au lieu de ça, en fait, je peux lui filer un tableau avec ces valeurs. Ce tableau, je vais vous montrer en fait en live ce que ça fait. Vous allez voir mon application. Vous voyez la font size? Je vais vous expliquer tout ce qui va changer quand je vais réduire la taille de la fenêtre, en fait, ça va être plus simple. Ça va se réduire en taille quand je vais réduire. L'input et le bouton vont passer non plus en row mais en colonne quand je vais réduire. Les espacements de manière générale et la font size de manière générale vont se réduire quand je vais réduire la taille de ma fenêtre. Hop, là on a vu le titre se réduire un peu. Hop, il se réduit encore un peu. Hop,
Là, il s'est encore réduit un peu, le bouton est passé en dessous et les espacements se sont réduits. Voilà, là on est au breakpoint le plus bas. Tout ça, j'ai pu l'avoir juste, excusez-moi, hop, en définissant dans mon thème les breakpoints à utiliser. Nous, on a juste à écrire ça et Style System, comme un grand, il comprend il comprend comment générer les media queries pour nous. Alors, et du coup, ça s'utilise de la manière suivante. Par exemple, vous savez, pour dire que le bouton passe en dessous de l'input quand l'écran est petit, bah, ça s'écrit de la manière suivante. C'est ce que je surligne ici. Je dis flex direction égale colonne sur les petits écrans, et à partir du premier breakpoint, on passe en RAW. Et j'aurais pu dire sur les écrans très larges, repasse en colonne. Là, je suis en train d'écrire ça. Je suis en train de dire sur les écrans très larges, repasse en colonne. Donc là, hop, voilà. Je vous mets au défi d'être aussi productif avec juste des media queries. En CSS, je veux dire par là. Ok. Donc là, vous voyez que je les utilise un peu partout. Ici, pour la font size, j'ai mis plein de valeurs pour que le titre devienne de plus en plus grand au fur et à mesure que j'étire l'écran. Ici, je réduis les paddings et les gaps, pareil en fonction de si l'écran est petit ou pas. Moux, je répondrai à ta question après parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Alors oui, effectivement, très bonne question de Jean. Et si je rajoute un breakpoint intermédiaire? Et bien là, je vais avoir un problème. Un problème qu'on a rencontré chez Overblog le jour où on nous a dit que ce serait bien qu'on ait un breakpoint entre les deux premiers. Parce que du coup, on s'est dit, ben, c'est super facile, on rajoute dans le thème un breakpoint et c'est terminé. Sauf qu'en fait, tout ce qu'on avait écrit, qui fonctionne par index, n'avait plus le même sens. Donc là, on a rencontré effectivement un problème. Il faut savoir que en fait, on peut, avec Style System, permet en fait de nommer les breakpoints. Je ne vous l'ai pas montré ici parce que c'est un usage un peu avancé, mais qui est tout à fait possible. En fait, on peut exprimer ces breakpoints ici comme un objet du style genre XS, pour écrire XS0, SM 2.540, etc., etc. Vous voyez l'idée? Donc on peut écrire ça ici. Ça ne marche pas exactement aussi simplement que ça, mais c'est juste des modifs à faire au niveau de votre theme provider et c'est réglé. Et ensuite, du coup, dans votre usage de tous les jours, au lieu d'écrire ça, vous écrivez XS 2.5 M. Là, on voit que je saute le breakpoint SM. Je vais directement breakpoint M et je mets S par exemple. Ça pourrait marcher. Là, ça ne marcherait pas tout de suite si je sauvegardais le fichier parce que je n'ai pas configuré correctement Style System pour. Mais c'est possible, on l'a fait chez Overblog. Hop. Donc, on vient déjà de lister quelques problèmes avec ce mélange de Style System plus Style Component, même si je l'adore et que j'utilise tous les jours dans plein de projets à différents endroits. Un des premiers problèmes, c'est que on doit encore malgré tout de temps à autre sortir des composants styled pour faire des sélecteurs à la con, des trucs comme ça. Il faut régler ce fameux problème des breakpoints en mode tableau et les passer en mode objet. C'est important de le faire dès le début, ce fixe. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes le jour où vous rajoutez un breakpoint. Et c'est plus facile à lire, je trouve, avec un objet. Ensuite, il y a un autre problème qui est là, qui est pour le coup lié à Style Components et qui est exacerbé par Style System. Regardez mon DOM. Regardez mon DOM. On voit Display égale Flex, Color Primary Text. On voit que certaines des propriétés que j'ai écrites qui sont destinées à la librairie Style System finissent dans le DOM, ce qui est extrêmement bizarre, quoi. C'est un comportement qui n'était pas attendu à la base. Et en plus, si on passe React en mode prod ou je sais plus quoi, il est possible qu'il gueule en nous disant attention, tu m'as filé des propriétés pour mes nœuds DOM que je ne maîtrise pas. Alors pourquoi utiliser le préfixe? Premièrement, parce qu'à l'époque, parce qu'en fait, le préfixe n'est pas supporté par Style System, je crois, hein. C'est-à-dire que si je mets $@initems, ben là, Style System, lui, il est perdu, il n'est pas censé fonctionner comme ça. Style System est sorti avant que Style Components implémente cette solution à coût de dollars et à coût de fonction de nettoyage.
Voilà. Et ça, c'est un vrai problème de styled components de base, hein. Il n'y a pas besoin de style system pour ça. Toute propriété que vous faites descendre à un styled components, en fait, eh ben, elle va aussi transiter aux composants en dessous. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous vous souvenez de l'exemple tout à l'heure, si on prend l'exemple qu'il y a sur la page d'accueil de styled components, on va aller voir ça très rapido si vous voyez mon écran. Ils s'amusent à faire descendre une props primary pour un bouton qu'ils utilisent comme ça, vous voyez, primary. Ça, en gros, cette propriété n'est pas interceptée par styled components, elle n'est pas consommée par styled components, et elle va transiter techniquement jusqu'au composant sous-jacent, ici une div. Non, ici un bouton, pardon. Ça, c'est un problème de l'API de style components, on n'y peut pas grand-chose, si ce n'est qu'ils ont sorti de quoi nettoyer dans une version assez récente. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer dans le prochain commit. Introduce style props, excusez-moi. C'est switch to tag, voilà. On revient comme ça. Donc là, j'ai réglé ce problème. C'est où? Excusez-moi, je me suis peut-être planté. Oui, si, voilà. Là, en fait, voilà le bout de code, la monstruosité qu'on doit sortir pour faire en sorte que les propriétés de style system soient consommées, ne finissent pas dans le DOM. Voilà. Et ça, il faut mettre ça sur chaque primitive. Et ça fait du code, en gros, c'est du code qui va être appelé à chaque fois qu'il y a du render en quelque sorte, et qui va s'occuper de regarder quelles sont les propriétés acceptées par style system et de les virer, de les consommer, quoi. Ce qui est naze. Une fois qu'on a fait qu'on appelle ça, toutes ces constatations concernant le duo style system, style component, et qu'on se rend compte finalement que ma manière d'utiliser ce combo fait que je n'ai pas envie d'utiliser style system dans ma vie de tous les jours. J'ai envie de me restreindre à l'utilisation de mes primitives. Je me dis, mais pourquoi encore utiliser style system? Pourquoi utiliser une librairie qui a tous ces problèmes quand il doit exister une manière plus clean, plus straightforward en quelque sorte, de faire ce que je veux, à savoir créer des primitives qui acceptent des propriétés, primitives avec des propriétés par défaut, en quelque sorte, que je pourrais changer à la volée dans mes renders, quoi. Dans mes composants, pardon. Et ben c'est la tâche à laquelle je me suis attelé, la question à laquelle je me suis attelé il y a 1 an, quand je me suis penché sur le sujet quand je bossais sur cette conférence, puisque je vous rappelle que c'était il y a 1 an qu'on devait faire ce meet-up, à peu près. Et donc, j'ai creusé le sujet, et donc là, c'est le chapter bonus en quelque sorte. C'est le chapter bonus à ma présentation. J'ai créé une petite librairie qui s'appelle CSS System, qui reprend tout ce que j'aime dans le combo Style Component Style System, et qui règle les problèmes qu'il y avait. Par contre, j'ai peur, est-ce que ça a bien marché? Alors oui, attendez, j'ai un petit problème à la con. Bien grave. Card changes. Switch to tag. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors là, préparez-vous à rentrer dans la matrice. Ceux qui n'aimaient pas la syntaxe d'avant risquent d'aimer encore moins. Mais personnellement, j'utilise ça sur mes projets, perso, et j'en suis très content de ne plus avoir à nommer les choses. Voilà. Donc, je vais vous remontrer très rapidement les primitives, et toujours les mêmes primitives, hein, écrites avec CSS System. Donc l'API est un peu différente. On va aller voir par exemple le texte qui est la plus simple. Voilà. Donc le texte, je fais un create primitive d'un span et je file mes valeurs par défaut, mes propriétés par défaut, pardon. On va aller voir une primitive un peu plus complexe, le view. Voilà, ça reste lisible quand même. On retrouve nos petits entre le tout premier commit que je vous ai montré tout à l'heure où c'était du CSS. On retrouve un peu la même chose ici. On va aller voir l'input. Alors là, l'input, ça commence à être un peu plus alambiqué. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que les pseudo-sélecteurs, maintenant, je les ai écrits sous la forme d'objets. Ok, je vous demande d'accepter ça sur parole, de boire mes paroles pour l'instant. Je pourrais vous en dire plus après. Le button, c'est un peu pareil.
et on va aller voir tout de suite le composant app. Alors le composant app, on peut voir ici, maintenant il n'y a plus styled component qui est appelé du tout. C'est fini, j'en ai plus besoin. Avec CSS System, on a de quoi. J'ai un petit utilitaire pour faire des styles globaux, pareil, comme styled component. Tout notre style se trouve dans le render. Oui, gaffe à l'heure Miagou, j'ai terminé juste après ça. Vous pouvez voir tout le style qui est dans le render. On peut voir que par défaut, j'accepte des objets pour tout ce qui est responsive et non pas un tableau, donc le problème est réglé de base. On peut voir aussi que j'accepte, quand le besoin se présente, que j'accepte des pseudo-sélecteurs directement ici. Là, il y en a qui doivent vomir dans leur bouche. Je comprends, je peux comprendre tout à fait, mais à l'utilisation, une fois qu'on... Enfin, moi, quand je l'utilise tous les jours, je trouve que ça me fait juste gagner du temps. Et ça rend clair au moins ce que fait cette vue, quoi. Cette vue, son rôle, c'est de mettre un border top sur les enfants, quoi. Voilà. Si ça vous intéresse ce sujet, on peut en discuter après. Je pourrais vous filer le lien de la librairie, je pourrais vous filer plein de ressources concernant le CSS atomique, en quelque sorte. Ouais, je vais m'arrêter, Jérémie, je m'arrête là. Et juste un dernier truc que je voulais dire, c'est pour parler de Tailwind. À l'heure où quand j'ai écrit cette librairie, CSS System, c'était il y a quasiment un an, enfin un peu moins d'un an quand même. Tailwind n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Depuis, je me suis beaucoup intéressé à Tailwind et j'avoue que je suis ultra conquis par le truc parce que un des problèmes de toutes ces librairies-là, de toutes ces solutions qui sont présentées depuis tout à l'heure, Style Component plus Style System, CSS System, le problème de tout ça, c'est que tous les calculs se font au runtime. C'est-à-dire que pour une expérience développeur améliorée, selon le point de vue du développeur bien évidemment, mais pour une certaine expérience développeur donnée, on va faire payer l'utilisateur. Et c'est un peu dommage. Et c'est là que Tailwind intervient, c'est que grâce à Tailwind, en fait, on peut coder un peu de la même manière, retrouver cette manière-là de coder, et ne pas faire payer l'utilisateur avec tous ses calculs de JS et lui filer une feuille de style qui contient que ce dont il a besoin. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma présentation. Je vais répondre aux questions pendant 5 minutes, le temps que MOOC se prépare. Ouais, Désolé si j'ai loupé des questions. bah moi Mais si j'ai... je suis quasi prêt. Après, allez-y, posez vos questions. De toute façon, moi ça va être un peu plus bref, je pense. Ça va sûrement soulever d'autres questions aussi, ou pas. Il est 26, on se laisse 2-3 minutes pour les questions. Carrément, allez-y, ouais. Juste pour vous parler des perfs, rapidos, avant que les questions se posent. Les perfs de CSS System sont mieux que Style Component. Je parle même pas de Style Component plus Style System. Non. Enfin, si et non. Oui, il peut, Sprink, mais ça n'empêche pas que quand ton utilisateur ensuite va arriver sur la page, naviguer vers une autre page, les nouvelles feuilles de style, elles seront générées côté client. Oui, effectivement, avec Style Component, tu peux faire du SSR, du server-side rendering, il y a de quoi faire. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, quand ton utilisateur va utiliser l'application, il y aura des styles générés, par le client. Côté client, pardon. CSS System supporte aussi le rendu côté serveur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre question? C'est revenu. Moyen de définir les composants stylés en dehors de render et la logique métier? Alors, avec Styled Component, oui. C'est-à-dire que c'est même comme ça que ça s'utilise, hein. C'est toujours en dehors de ton composant où tu les utilises. Avec la librairie, avec la solution Style System et CSS System, ce que tu peux faire, c'est si par exemple je me rends compte que ce composant-là là, que je vous montre, le view avec une flex direction, enfin voilà, ce composant-là,
Je peux le nommer à l'extérieur et en faire un composant classique, quoi. Const flexView, par exemple, est égal à un compo qui retourne. Merde. Hop. Vous voyez un peu l'idée, j'imagine. Hop, hop, hop. Hop. Il n'y aurait plus qu'à dire. Hop, props. Non, c'est ça, c'est props. Et grosso modo, point. Props. C'est un peu l'idée. Certains pourraient me dire, oui, mais si je veux merger les props.css, en fait, je fournis un utilitaire dans CSS System pour faire ce genre de pattern. Il s'appelle extend primitive, un truc comme ça. Enfin bref, vous voyez l'idée, quoi. Autre question. Il y a une question sur les media query, print et between. Alors, est-ce que tu peux reposer ta question, Vincent, sur les media query? Ah, merci, merci Jean. Est-ce que tu peux faire un breakpoint du genre media screen, min-width 200 et max-width? Oui, alors, oui, tu peux faire... En fait, tu n'as pas besoin de le faire parce que tes breakpoints, c'est ce qu'ils sont censés exprimer. Je vais prendre exactement ton exemple. Hop. Tu me parlais entre 200 px et 640 px. Donc 200 px, 640 px. On va virer le dernier. On va copier ça ici parce que voilà. On va revenir sur mon application. Fermer ça. Et là, grosso modo, il faut imaginer que les breakpoints, les media queries générés par la librairie, ici dans le cas présent CSS System, que les media queries générés par CSS System répondent à ton besoin. Exprime, par exemple, si je veux cibler entre 200 et 640, par exemple, on va faire ça, regardez. Je fais juste un petit truc rapidos. On va dire que la background color de toute l'appli, entre 200 et 600, elle est red. Je vais faire ça, et après je m'arrête. Donc on va dire de 0 à 200, ce sera background. Ensuite, de 200 à 600, ce sera red. Et ensuite, on va revenir sur background quand c'est au-dessus, en disant M, si je ne dis pas de bêtises, background. Hop, non. Hop, hop. Et voilà. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je ne peux pas réduire en dessous de 200. Désolé. On va dire que c'est 400. Voilà, ça sera mieux pour le test. Ça fait plus de 400 cette pop-up ou quoi là? Fenêtre. Bon. Sur le papier, ça marche. Je pense que c'est juste un problème de taille de la fenêtre que j'essaye de redéfinir. Et je vais m'arrêter là. MediaPrint, c'est supporté aussi par CSS System. Tu peux... Il y a de quoi gérer les prints. Voilà. Je m'arrête là. Je rends la main.